30 stars d'Hollywood qui étaient ivres en permanence. Tout le temps, juste derrière les paillettes, le glamour et les flashs des photographes. Hollywood cache en réalité des histoires bien plus sombres et dévastatrices qu'on ne l'imagine. Ces 30 icônes ne se contentaient pas de boire. Elles vivaient littéralement dans l'ivresse, enchaînant fêtes interminables, chutes vertigineuses et fins tragiques. Êtes-vous vraiment prêt à découvrir les secrets les plus troubles des étoiles les plus brillantes? Parlons d'André le Géant. Imaginez un homme si colossal qu'il semblait tout droit sorti d'une légende ancienne, mais dont le corps immense était aussi sa propre prison. André le Géant n'était pas seulement une figure mythique sur le ring, il était aussi un symbole tragique de l'excès absolu. On raconte qu'il aurait avalé 110 à 9 bières en seulement 6 heures. Ce n'était pas une fête, c'était une anesthésie pure et simple. Chaque gorgée était une tentative désespérée de faire taire la douleur chronique que son corps déformé lui infligeait jour après jour. Son gigantisme a fait de lui une idole mondiale, mais aussi la victime d'une agonie physique constante. L'alcool était à la fois son remède et sa terrible malédiction. Au fil des années, ses organes n'ont tout simplement pas pu suivre le rythme effréné de sa soif insatiable. À 46 ans, son cœur, pourtant aussi grand que sa légende, s'est arrêté de battre pour toujours. André le Géant est mort seul dans une chambre d'hôtel, loin des applaudissements et des lumières. Son histoire n'est pas seulement celle d'un catcheur, c'est celle d'un homme qui portait le poids écrasant de son corps et de sa tragédie. Dean Martin était le roi du cool, le type qui ne se décoiffait jamais, qui faisait rire sans aucun effort et qui avait toujours, absolument toujours, un verre à la main. Sur scène, Dean Martin semblait être en permanence sous l'emprise de l'alcool, et c'était exactement ce que le public adorait chez lui. Mais voici la surprise inattendue. Parfois, ce prétendu whisky n'était rien d'autre que du jus de pomme. Eh oui, Dean jouait un rôle, une véritable comédie. Son image de séducteur éméché, élément essentiel du Rat Pack aux côtés de Sinatra et Sammy Davis Jr., était une façade soigneusement construite. Un acte qui le protégeait, le définissait et lui permettait de garder le contrôle. Bien sûr qu'il buvait, et beaucoup, mais pas autant que tout le monde le croyait. Le vrai talent de Dean Martin était de vous faire croire qu'il vivait au bord du gouffre, alors qu'en réalité, il maîtrisait chaque seconde du spectacle. Cette dualité entre l'ivrogne fictif et le professionnel astucieux est ce qui fait de lui une figure unique dans cette liste pleine de tragédies. Dean connaissait les risques de l'alcool et les esquivait souvent avec une élégance rare, sans jamais perdre son charme ni sortir de son personnage. Contrairement à d'autres idoles de son époque, il n'est pas mort d'une overdose et ne s'est pas effondré au beau milieu d'une fête décadente. Il est décédé à 78 ans chez lui, dans une paix relative. Dean Martin fut l'exception, l'homme qui a utilisé le mythe de l'alcoolisme comme un déguisement et a vécu assez longtemps pour voir ce masque devenir une légende. Mickey Rourke. Il fut un temps où Mickey Rourke avait le monde entier à ses pieds. Avec son visage d'ange rebelle et un talent brut qui hypnotisait la caméra, il promettait de devenir l'un des plus grands acteurs de l'histoire. Mais Hollywood ne pardonne pas, et l'alcool encore moins. Tout a commencé par une spirale infernale d'autodestruction. Des bagarres de rue, des arrestations, des relations brisées et une réputation sulfureuse qui a fini par faire de lui un véritable poison pour les studios de cinéma. La bouteille n'était pas un choix pour lui, c'était son refuge, son venin et finalement son châtiment. Quand le cinéma lui a tourné le dos, Rourke s'est jeté corps et âme dans la boxe, mais le ring ne l'a pas sauvé. Cela lui a littéralement détruit le visage et l'a enfoncé encore plus profondément dans les ténèbres. D'idole, je buvais pour me détruire moi-même, a-t-il confessé des années plus tard, d'une voix marquée par une profonde tristesse. Pourtant, même ceux qui sont tombés au plus bas peuvent parfois ressusciter. Son retour dans The Wrestler n'était pas juste un rôle, c'était une confession à l'écran, un miroir de sa propre vie, un véritable cri de rédemption. Bien que sa lutte contre l'alcool ne soit pas terminée aujourd'hui, Mickey essaie de rester sobre, un pas après l'autre, un coup après l'autre. Judy Garland possédait une voix qui touchait l'âme, un visage qui symbolisait l'espoir et un rôle de Dorothy dans Le Magicien d'Oz qui l'a immortalisé dès l'enfance. Mais ce que le monde ignorait, c'est que Judy Garland n'a pas grandi à Hollywood. Elle a été dévorée par Hollywood. Dès son adolescence, les studios l'ont poussée dans une routine de travail absolument brutale.
Des pilules pour rester éveillé, des pastilles pour dormir et de l'alcool pour supporter tout le reste. On lui répétait sans cesse qu'elle n'était pas assez jolie. Il contrôlait son poids, lui volait son enfance, sa liberté et sa santé. C'est ainsi qu'a commencé sa terrible dépendance. D'abord par obéissance aux ordres, puis par pur désespoir. Des années plus tard, à l'âge adulte, sa vie s'est transformée en une succession de concerts annulés, des scènes tournées en larmes, et des nuits solitaires dans des hôtels où on la retrouvait désorientée, droguée et vide de toute émotion. Malgré son talent indéniable, Hollywood lui a froidement tourné le dos au moment où elle en avait le plus besoin. Judy a tenté de renaître. Elle l'a fait encore et encore, mais le système impitoyable qu'il avait créé a fini par la détruire. En 1969, elle a été retrouvée morte dans sa salle de bain. Elle n'avait que 47 ans. La cause, une overdose de barbiturique, fut la fin prévisible d'une tragédie annoncée depuis longtemps. Avant de devenir Iron Man, Robert Downey Jr. a été l'enfant chéri d'Hollywood. Avant de devenir son avertissement le plus sombre, il est né avec un talent immense dans le sang, mais aussi dans un environnement profondément marqué par la drogue. Dès l'âge tendre de 8 ans, il touchait déjà aux substances, et à 20 ans, sa vie était devenue de véritables montagnes russes, oscillant entre génie pur et chaos total. Alcool, cocaïne, héroïne, Robert a tout essayé, et chaque chose a failli le tuer pour de bon. Il a été arrêté à de multiples reprises. Viré de projets valant des millions, y compris la très célèbre série Ali McBeal, finissant même par dormir sur le sol froid des cellules de prison et des cliniques de désintoxication. Il a confessé un jour « C'était comme avoir un pistolet dans la bouche et mon doigt sur la gâchette ». Peu de phrases décrivent aussi bien une telle désespérance. Hollywood avait fini par l'abandonner à son sort. L'industrie du cinéma le considérait comme une cause définitivement perdue, mais lui n'avait pas encore dit son dernier mot. Dans l'un des retours les plus spectaculaires de toute l'histoire du cinéma, Robert Downey Jr. n'a pas seulement vaincu son addiction. Il l'a littéralement enterré grâce à une discipline de fer, un soutien indéfectible et une force de volonté absolument inébranlable. Il a reconstruit sa vie en partant de zéro pour renaître sous les traits du super-héros le plus emblématique du XXIe siècle. Aujourd'hui, il figure parmi les acteurs les mieux payés de la planète, mais sa véritable victoire ne se mesure pas au box-office, elle réside dans le fait d'avoir terrassé son pire ennemi, lui-même. Elizabeth Taylor était la déesse incontestée du grand écran. Célèbre pour son regard violet, le plus fameux du monde, une femme que le public adorait passionnément et que la presse traquait sans relâche. Mais Elizabeth Taylor n'a pas seulement collectionné les bijoux et les Oscars, elle a aussi accumulé les cicatrices émotionnelles, et beaucoup d'entre elles portaient le nom de Richard Burton. Ensemble, ils formaient le couple le plus fascinant et le plus destructeur d'Hollywood. Leur amour était un ouragan passionné, volcanique, alimenté par des litres et des litres d'alcool. Lorsqu'ils étaient sobres, ils s'aimaient avec une intensité rare. Mais dès qu'ils buvaient, ils explosaient comme de la dynamite. Une fois, Elizabeth a jeté un verre de vin au visage de Burton en plein milieu de l'hôtel Dorchester. Les témoins de la scène s'en souviennent encore avec des frissons dans le dos. Les tabloïds ne pouvaient pas détourner le regard, mais ce qui ressemblait à une romance de cinéma était en réalité un véritable champ de bataille. Taylor ne buvait pas pour faire la fête. Elle buvait pour oublier, pour faire taire les échecs, les mariages brisés et la pression insoutenable d'être parfaite. Sa vie s'est transformée en une séquence interminable de crises publiques et de cures de désintoxication privée. Bien qu'elle ait réussi à s'en sortir en devenant une activiste et un symbole de résilience, l'alcool a laissé des marques indélébiles sur son corps et dans son âme. Michael Landon, à l'écran, il incarnait le papa idéal de l'Amérique, l'homme droit et aimant que tout le monde rêvait d'avoir comme chef de famille dans la petite maison dans la prairie. Mais loin des caméras, Michael Landon menait une guerre secrète et brutale contre lui-même. Chaque matin commençait inévitablement avec du café et une touche de whisky. Chaque nuit se terminait avec de la vodka et des calmants. Il fumait aussi jusqu'à 4 paquets par jour. Le public voyait une icône de santé. Mais son corps, lui, hurlait le contraire. Les caméras n'ont jamais capté sa douleur, son désespoir ni sa dépendance. Mais les conséquences sont arrivées vite, sans prévenir.
À 50 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du pancréas agressif. La nouvelle est tombée comme une bombe, laissant le pays entier sous le choc. L'image du père parfait s'est effondrée d'un coup, révélant ce qui était resté caché depuis toujours. Un homme épuisé, affaibli, qui avait utilisé l'alcool comme un bouclier contre la pression, la célébrité et la peur. Michael Landon est mort peu de temps après, laissant derrière lui un mélange d'admiration et de tristesse, car son héritage est double. Une carrière brillante, certes, mais aussi un avertissement silencieux sur les monstres qui peuvent se cacher, même derrière les visages les plus aimables. Peter O'Toole. Sur scène, il était une force imparable, élégant, magnétique, capable de réciter du Shakespeare ou de conquérir le désert dans la peau de Lawrence d'Arabie. Mais quand les caméras s'éteignaient, Peter O'Toole jouait un autre rôle, celui de l'âme perdue de sa propre tragédie. Sa relation avec l'alcool n'était pas une faiblesse, c'était un mariage chaotique. Il buvait tellement qu'il en est arrivé à oublier complètement avoir tourné des films entiers, littéralement. « Je ne me souviens pas avoir fait ce film », a-t-il dit un jour sans aucune ironie. La nuit, il vidait des bouteilles de whisky comme si c'était de l'eau. Il s'endormait sur les plateaux, s'évanouissait dans les loges. Son estomac était tellement ravagé par l'alcool qu'il a souffert d'hémorragies internes. Et les médecins lui ont posé un ultimatum. Arrêtez de boire, ou vous mourrez. Et qu'a-t-il fait? Il a continué à boire. Ses aventures éthyliques sont devenues légendaires. On l'a vu inconscient dans une fontaine romaine, monté sur un chameau à Dublin après une beuverie, et errant dans les bars londoniens avec son inséparable compagnon de boisson, Richard Harris. Peter O'Toole était un génie indomptable. Une étoile qui brillait même alors qu'elle se consumait de l'intérieur. Il a vécu plus longtemps que ce qui semblait humainement possible, mais à un prix terriblement élevé. Son héritage d'acteur est immense, mais derrière chaque applaudissement, il y a l'écho triste de ce qu'il aurait pu être si la bouteille n'avait pas été sa pire partenaire. Nicolas Cage. Personne à Hollywood n'est comme Nicolas Cage. Avec ses choix de rôles imprévisibles, son intensité sauvage et son regard halluciné, il semblait vivre dans une dimension parallèle. Mais cette folie géniale avait un prix. Et l'alcool faisait partie de la facture à payer. Entre arrestations pour ivresse publique, excentricité dans les fêtes et beuveries filmées par les paparazzis, le monde a commencé à voir que derrière l'acteur caméléon se cachait un chaos personnel incontrôlable. Mais le plus choquant dans toute cette histoire n'était pas sa conduite, c'était l'état de son compte en banque. Cage a amassé plus de 150 millions de dollars, une somme astronomique, et il a pratiquement tout perdu. Il s'est offert des châteaux, des îles privées, des bandes dessinées rares, des sarcophages égyptiens, mais il a aussi dilapidé des millions dans des soirées démentielles, des bouteilles de luxe et des décisions aussi impulsives que lui. Le résultat? Une ruine financière totale, des dettes qui se chiffrent en millions, et une carrière qui a dégringolé des Oscars aux films à petit budget, tournés uniquement pour régler les factures qui s'accumulaient. Pourtant, même dans sa chute vertigineuse, Cage n'a jamais arrêté de travailler. Il a affronté les conséquences de ses actes bien en face, il a accepté des rôles étranges et a reconstruit sa vie étape par étape, à sa façon. Richard Burton, lui, possédait une voix capable de faire trembler les murs, un talent capable de dominer n'importe quelle scène, et un regard perçant qui ne demandait pas la permission pour pénétrer directement dans votre âme. Mais Richard Burton n'était pas seulement l'un des plus grands acteurs de tous les temps. C'était aussi un alcoolique fonctionnel qui a bravé toutes les règles établies. On raconte qu'il pouvait descendre 3 bouteilles de vodka avant midi et livrer malgré tout une performance absolument impeccable. C'était un paradoxe vivant. Ivre mais brillant, détruit de l'intérieur, mais toujours grandiose en apparence. Son corps se délabrait, mais son talent restait intact jusqu'au moment où il ne l'a plus été. Son histoire est indissociable d'Elizabeth Taylor. Ensemble, ils ont incarné l'amour le plus incendiaire du XXe siècle. Une relation aussi passionnelle que totalement autodestructrice. Leur dispute était épique, leur réconciliation faisait la une des journaux, et l'alcool était l'essence qui alimentait ce brasier. En apparence un gentleman gallois, à l'intérieur un homme qui s'effondrait. Dans ces dernières années, il ne pouvait plus dissimuler les signes de son déclin. Sa voix était devenue rauque,
son visage bouffi, son regard vide. Il n'était plus que l'ombre du dieu du théâtre qu'il avait été jadis. Il disait « J'ai été ivre pendant des années. Je suis un alcoolique heureux », a-t-il déclaré dans l'une de ses phrases les plus tristes et sincères. Il est mort en 1984 à 58 ans, son foie a lâché, sa légende est restée intacte. Mais son avertissement aussi. Même les plus grands peuvent se faire terrasser par leurs pires démons. John Barrymore. Bien avant qu'il n'y ait Brando, De Niro ou DiCaprio, Hollywood avait déjà John Barrymore. Il était l'acteur par excellence, le visage d'un âge d'or, mais il fut aussi son premier grand toxicomane notoire. Son nom ne trônait pas seulement en haut des affiches, il faisait aussi les gros titres des scandales. Ses scénarios ont fini par être remplacés par des pancartes avec ses répliques écrites, car sa mémoire ne suivait plus du tout. Sa célèbre phrase « Donnez-moi mes répliques » n'était pas une blague, c'était un véritable appel au secours au milieu de son alcoolisme. Mais le plus effrayant est arrivé après sa mort. Quand son cœur a cessé de battre, ses amis, eux aussi des célébrités perdues dans la décadence, ont commis l'impensable. Ils ont volé son corps à la morgue pour l'installer sur une chaise et continuer la fête avec lui, chez lui. Une anecdote aussi macabre que légendaire qui divise encore Hollywood aujourd'hui, entre le rire gêné et l'horreur absolue. John Barrymore est mort en tant que mythe, mais il reste aussi un avertissement vivant. Il a été le premier à toucher le ciel du cinéma et aussi le premier à s'écraser violemment au sol à cause de l'alcool. Carrie Fisher restera pour des millions de gens l'inoubliable princesse Leia, une icône féministe et une véritable légende du cinéma. Mais derrière ses chignons emblématiques et le sabre laser, Carrie Fisher était une femme prise au piège entre la gloire, la maladie et l'alcool. La pression a commencé très jeune. Fille de deux stars, la célébrité l'a trouvée avant même qu'elle ne puisse la comprendre. Et quand Star Wars l'a propulsée au rang de superstar mondiale, cela l'a aussi précipitée dans une vie de chaos intérieur, le diagnostic de troubles bipolaires et un traitement par la drogue et l'alcool. Pendant des décennies, Fisher a vécu entre des épisodes maniaques, des dépressions abyssales et des addictions dangereuses. Sa vie était une roulette russe émotionnelle, mais ce qui la rendait unique, ce n'était pas seulement son combat, c'était son honnêteté brutale. Dans des livres comme Postcard from the Edge, des interviews et des conférences, elle parlait sans filtre de la douleur, de la rechute, des cures de désintoxication, des trous de mémoire. Elle est devenue la voix de ceux qui ne pouvaient pas parler, brisant ainsi le tabou sur la santé mentale dans le show business. Malgré ses multiples tentatives courageuses pour rester sobre, le passé finissait toujours par la rattraper. En 2006, à 60 ans, Carrie a subi un arrêt cardiaque en plein vol. Les analyses ont confirmé l'inévitable. Le monde a perdu une étoile. Mais il a gagné une véritable héroïne, car Carrie Fisher ne s'est pas battue que dans l'espace. Elle s'est battue ici sur Terre contre le jugement, la maladie, l'addiction, et elle n'a jamais baissé les bras. Errol Flynn était le visage de l'aventure, le spadassin irrésistible, le Robin des Bois en chair et en os. Mais Errol Flynn ne vivait pas seulement sur les plateaux, il vivait à la limite chaque jour, chaque nuit, à chaque verre. Son petit déjeuner n'était pas du café, c'était du champagne, son déjeuner du whisky, et sa vie entière une ivresse prolongée, nimbée de gloire, de scandale et d'excès. En plein tournage de La Charge fantastique, Flynn est tombé de cheval, non pas à cause d'une cascade dangereuse, mais simplement parce qu'il ne tenait plus l'équilibre. Il était tellement ivre qu'ils ont dû utiliser des doublures pour ses propres scènes d'action. C'était une véritable idole des matinées, un homme adoré de tous, mais qui, bien souvent, ne parvenait même plus à tenir debout. Mais derrière ce charme magnétique régnait une obscurité totale, un esprit tourmenté par ses propres démons, noyant dans l'alcool les souvenirs de traumatismes qu'il n'a jamais osé confesser entièrement. Ces soirées dans son manoir, qu'il surnommait avec un humour noir cinglant, la cirrhose au bord de la mer, étaient devenues tristement célèbres. L'endroit regorgeait de très jeunes gens et de quantités industrielles d'alcool, alimentant des rumeurs si scandaleuses qu'elles font encore froid dans le dos aujourd'hui. En 1942, il se retrouva devant les tribunaux, accusé d'abus sexuels sur mineurs. Bien qu'il ait été acquitté, sa réputation fut irrémédiablement entachée à jamais.
Il s'est éteint à l'âge de 50 ans seulement. Le rapport du médecin légiste fut accablant. Son corps usé ressemblait à celui d'un vieillard de 80 ans. L'alcool l'avait consumé de l'intérieur. Ses organes vitaux, son foie, son cœur, son estomac, n'étaient plus que des ruines. Sur grand écran, elle représentait l'image même de la perfection, une femme élégante, inébranlable et oscarisée. Pourtant, derrière les robes de grands couturiers et les sourires soigneusement répétés, Joan Crawford cachait une réalité beaucoup plus sombre et amère. C'était une âme dévastée par l'alcool et terrifiée par son propre reflet dans le miroir. Son manoir regorgeait de bouteilles cachées dans les moindres recoins, dissimulées dans les armoires, derrière les rangées de livres et jusque dans la salle de bain. Ce poison était devenu son compagnon silencieux, son seul refuge, mais aussi le monstre qui la détruisait. Mais l'horreur véritable n'a éclaté au grand jour qu'après sa mort, lorsque sa fille adoptive, Christina Crawford, a publié son livre choc « Maman très chère ». Elle y décrivait une enfance traumatisante, marquée par les abus physiques et psychologiques d'une mère alcoolique, violente et totalement incontrôlable. La phrase « pas de cintre en fil de fer » est devenue le cri d'effroi d'une génération entière, découvrant soudain que leur idole était en réalité un véritable cauchemar. Tout Hollywood fut frappé de stupeur. Comment la reine incontestée du glamour pouvait-elle se transformer en un tel monstre une fois les portes fermées? Joan a tout nié jusqu'à la fin, mais les marques physiques et émotionnelles qu'elle a laissées sur ses proches ne se sont jamais effacées. Vers la fin de sa vie, elle s'est tournée vers la religion, a cessé de boire et a cherché la rédemption, bien qu'il fût hélas trop tard pour réparer le mal accompli. Elle s'est éteinte à 73 ans, laissant derrière elle non seulement une légende du cinéma, mais une figure divisée entre l'admiration du public et l'horreur de sa vie privée. Robin Williams a su faire rire le monde entier aux éclats. D'un simple mot, d'un geste ou d'une grimace, Robin Williams avait ce don unique de transformer la douleur en rires incontrôlables. Mais tandis que le public l'acclamait, il menait une guerre silencieuse. Dans les années 70 et 80, son ascension fulgurante fut marquée par des fêtes interminables, la cocaïne et l'alcool. Après la mort tragique de son ami John Belushi par overdose en 1982, quelques heures à peine après avoir été avec lui, Robin a craqué. Ce fut le signal d'alarme dont il avait besoin pour tout arrêter. Il est resté sobre pendant plus de 20 ans, 2 décennies faites de discipline, d'efforts et de bravoure. Mais en 2003, les ténèbres ont refait surface. L'alcool a réintégré sa vie, accompagné d'autres maux. Durant ces dernières années, Robin se sentait changé. Il oubliait des choses et ne trouvait plus le sommeil. Son esprit brillant, son allié de toute une vie, commençait cruellement à se retourner contre lui. Le diagnostic est finalement tombé. Démence à corps de Lewy, une maladie dégénérative qui vole la mémoire, la personnalité et l'espoir. Le 11 août 2014, Le Monde a appris l'impensable. Robin Williams avait mis fin à ses jours. Il avait 63 ans. Sa disparition fut ressentie comme une gifle collective, personne ne pouvait y croire. L'homme le plus drôle de la planète n'avait pas réussi à échapper à sa propre tristesse. Robin n'a pas seulement laissé derrière lui des personnages inoubliables, il nous a laissé une leçon poignante. Même les êtres les plus brillants peuvent dissimuler de terribles tempêtes intérieures, et derrière un éclat de rire peut résonner un cri de détresse. Oliver Reed possédait la présence d'un lion et le regard d'un fou au charme envoûtant. Oliver Reed ne se contentait pas de jouer. Il rugissait. Il s'emparait de chaque scène avec une intensité bestiale, mais en dehors des plateaux de tournage, sa légende était encore plus sauvage et bien plus dangereuse. Il ne buvait pas socialement. Il buvait comme s'il participait à une compétition. Un soir à Malte, durant le tournage de Gladiator, il a défié un groupe de marins britanniques dans un duel d'endurance alcoolique totalement absurde. Le bilan fut hallucinant. Plus de 100 pintes de bière, une demi-bouteille de rhum, du whisky et plusieurs verres de cognac. Quelques heures plus tard, son cœur n'a pas tenu. Il est mort là, dans le bar, en plein milieu du tournage, laissant le réalisateur Ridley Scott privé de l'un des personnages clés du film. L'équipe a dû recréer ces scènes finales en utilisant des effets numériques sophistiqués. Ses adieux furent aussi dramatiques que sa vie, une ultime représentation accoudée au bar,
là où le mythe a fini par dépasser l'homme. Pendant des décennies, Reed a enchaîné les scandales, les bagarres de bar, les interviews chaotiques et les films mémorables. On l'admirait autant qu'on le craignait. C'était un acteur imprévisible, une force inarrêtable avec une âme profondément blessée. Léonard Nimoy était l'incarnation même de la logique, l'officier Spock, ce visage froid de la raison dans l'univers de Star Trek. Mais loin de l'Enterprise, Léonard Nimoy n'était ni calculateur ni imperturbable. C'était un homme bien réel, vulnérable et profondément meurtri par l'addiction, alors même que les fans le vénéraient comme le symbole ultime du contrôle émotionnel. Nimoy buvait un verre avant d'enregistrer chaque scène, seul, enfermé dans un silence pesant. Il buvait parce qu'il voulait survivre, mais en réalité, cela le détruisait à petit feu. Il l'a confessé bien des années plus tard, avec une honnêteté brutale et désarmante. L'alcool était son unique échappatoire face au poids écrasant de la célébrité, aux attentes impossibles et à cet éternel enfermement dans le rôle de Spock. Pendant des années, il a dissimulé son addiction avec la même efficacité glaciale que celle avec laquelle son personnage cachait ses propres émotions. Mais tout a basculé dans les années 80. Dans un acte de bravoure silencieuse, Léonard Nimoy a abandonné l'alcool pour toujours, et avec la sobriété, une nouvelle vie a commencé. Il a redécouvert l'écriture, la réalisation, la photographie, et surtout, particulièrement avec ses enfants qui avaient tant souffert de son absence émotionnelle. Il a vécu jusqu'à 83 ans, non pas comme une étoile déchue, mais comme un homme pleinement racheté. Son héritage n'était plus seulement celui de cet extraterrestre iconique aux oreilles pointues, mais bien celui d'un être humain vulnérable qui a choisi de changer et qui a finalement trouvé la paix intérieure. Anthony Hopkins est l'un des acteurs les plus respectés au monde, un véritable monstre sacré de l'interprétation cinématographique. Mais avant de devenir Sir Anthony Hopkins, il fut un homme littéralement dévoré par ses démons et l'alcool. Durant les années 70, Hopkins était absolument brillant sur scène, mais un véritable désastre une fois les rideaux tombés. Souvent, il ne se rappelait même plus comment il était arrivé aux répétitions et se réveillait dans des hôtels sans savoir dans quelle ville il se trouvait. Le public le voyait triompher dans les théâtres et les films, mais à l'intérieur, il s'effondrait. Il a touché le fond lorsque le suicide lui a semblé être une issue viable. Il était au bord du gouffre, et c'est alors, en 1975, qu'il a fait l'impensable. Il s'est éloigné de l'alcool pour ne plus jamais y toucher. Il n'y a eu aucune rechute, aucune demi-mesure, seulement une décision de fer, une volonté totalement indestructible. Depuis lors, Hopkins a vécu plus de 40 ans sobre, prouvant au monde que la grandeur ne réside pas seulement dans le talent pur, mais aussi dans une discipline de fer. Avec le temps, il n'a pas seulement été Hannibal Lecter, il a incarné la royauté, Shakespeare, l'âme même du cinéma contemporain. Mais bien au-delà des prix et des récompenses prestigieuses, Hopkins est devenu un puissant symbole d'espoir pour ceux qui luttent dans l'obscurité. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il continue de travailler, de peindre, de composer et surtout de vivre pleinement. Son histoire n'est pas celle d'une chute tragique, c'est celle d'une renaissance éclatante. Anthony Hopkins nous a enseigné que le talent peut vous ouvrir des portes, mais que seule la sobriété permet de les garder grandement ouvertes. Mary Astor a brillé de mille feux durant l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Avec sa beauté classique et sa présence hypnotique, Mary Astor a laissé une empreinte indélébile dans des films légendaires comme Le Faucon maltais. Mais derrière tout ce glamour de façade, une tempête personnelle dévastatrice faisait rage en secret. La pression impitoyable des studios, les mariages ratés et le jugement constant du public l'ont poussé à chercher refuge dans l'alcool. Ce qui avait commencé comme un simple réconfort s'est transformé en une chaîne invisible. Chaque verre était une tentative désespérée d'effacer le bruit interne, l'anxiété et la solitude. Et puis, le scandale a éclaté au grand jour. Lors d'une bataille juridique amère pour la garde de sa fille, son ex-mari a présenté à la cour son journal intime des pages, révélant des amants secrets, des pensées intimes et des récits crus de ses ivresses et de ses effondrements émotionnels. Le monde entier l'a regardé avec horreur. La presse s'est acharnée à la détruire. Sa carrière ne tenait plus qu'à un fil très mince. Mais Mary Astor n'a pas sombré. Elle s'est relevée
dans un acte de courage rarissime pour son époque. Elle a abandonné l'alcool et s'est reconstruite sur ses propres cendres. Elle s'est éloignée des projecteurs et a trouvé un nouveau refuge dans l'écriture. Dans ses mémoires, comme Mon histoire et une vie de cinéma, elle a parlé avec une honnêteté brutale de sa lutte, de sa chute vertigineuse et de sa renaissance. Elle est morte sobre, en paix, et avec le respect gagné non seulement par son immense talent, mais aussi par sa redoutable bravoure. Glenn Ford. Avec son allure virile, son sourire énigmatique et son regard intense, Glenn Ford a été pendant des décennies l'un des visages les plus fiables d'Hollywood. Un homme taillé pour incarner des héros durs à cuire, des policiers, des cow-boys et des amants compliqués. Mais dans sa vraie vie, il n'a pas toujours su se sauver lui-même. Le public le voyait comme un roc impénétrable, mais à la maison, l'alcool était son refuge face à ses ruines personnelles. Divorce, amour déçu, solitude chronique. Jour après jour, la bouteille est devenue une partie intégrante de sa routine, un rituel qui, au lieu de le soulager, l'enfonçait un peu plus. Il n'y a pas eu de scandale public, pas d'effondrement spectaculaire. Glenn Ford n'était pas un acteur à gros titres, mais un homme usé par un déclin silencieux. L'alcool a lentement érodé sa santé, son énergie, sa mémoire et sa carrière. Au fil des années, le séducteur s'est éteint doucement. Ses interviews se faisaient brèves, ses apparitions plus fragiles. La star était toujours là, mais recouverte par l'ombre lourde du regret. Ford a vécu jusqu'à 90 ans, une rareté à Hollywood, mais il l'a fait avec un corps affaibli et le poids de décennies d'excès. Glenn Ford n'est pas mort tragiquement, il est mort usé. Et son histoire nous rappelle que l'addiction ne hurle pas toujours. Parfois, elle chuchote et vous consume lentement de l'intérieur. Glenn Ford. Avec son allure virile, son sourire énigmatique et son regard intense, durant des décennies, Glenn Ford a incarné l'une des figures les plus fiables d'Hollywood. Un homme taillé sur mesure pour jouer les héros inflexibles, les shérifs cowboys et les amants aux relations tumultueuses. Pourtant, dans sa véritable vie, il n'a pas toujours su comment se sauver lui-même. Si le public le voyait comme un roc impénétrable, une fois chez lui, l'alcool devenait son unique refuge face à ses ruines personnelles, ses divorces et ses histoires d'amour brisées. Il vivait une solitude chronique et dévorante. Jour après jour, la bouteille s'est ancrée dans sa routine, un rituel toxique qui ne le soulageait pas. Et pourtant, il n'y a jamais eu de scandale public retentissant, il n'y a eu aucun effondrement spectaculaire. Glenn Ford n'était pas un acteur qui faisait la une des journaux à scandale, mais plutôt un homme qui subissait une usure silencieuse. L'alcool a commencé à éroder lentement tout ce qu'il avait. Sa santé, son énergie vitale, sa mémoire et petit à petit, sa carrière. Avec les années, ce grand séducteur s'est éteint doucement. Les studios ont cessé de faire appel à lui. Ses interviews devenaient brèves et ses apparitions beaucoup plus fragiles. La star existait toujours, mais elle était désormais voilée par l'ombre lourde des regrets. Ford a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans, ce qui est rare à Hollywood, mais il a terminé sa vie avec un corps affaibli et le poids écrasant de décennies d'excès. Glenn Ford n'est pas mort de façon tragique. Il est mort totalement usé par la vie. Et son histoire est là pour nous rappeler que l'addiction ne hurle pas toujours. Parfois, elle ne fait que chuchoter tout en vous consumant de l'intérieur.